Le sujet de la biométrie va être axé sur Aadhaar, donc qui a été le plus vaste projet d'identification biométrique qui a commencé en 2009 en Inde, et qui avait donc pour vocation notamment d'endiguer la corruption qui concernait la réception des allocations sociales, avec je crois 73% des détournements des aides sociales en 2006, de permettre une inclusion bancaire des populations illettrées, une inclusion administrative. Et donc l'objectif initial était et est toujours de 1,25 milliard de recensés. Et donc on est bientôt arrivé au terme d'Aadhaar. Alors Aadhaar, en fait, ça y est, on est arrivé on est à 119 millions. Je crois qu'on est à 6 millions près, on est sur les 1 milliard 125 millions. Le projet Aadhaar au départ, c'est un double but. Il a un but de sécurité de la population et un but d'inclusion sociale de la population et de lutte contre la très grande pauvreté. Parce qu'en Inde, il y a à peu près 400 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En fonction des critères retenus pour établir quel est le seuil de pauvreté, on parle de 350 ou de 600 millions de personnes, bon, disons 500 millions de personnes. Et ces 500 millions de personnes bénéficient chaque année de 60 milliards de subventions en dollars, payées par le gouvernement indien. Et comme vous le disiez, Charles, le 73 a 90% de détournement des 60 milliards en question tous les ans. Alors, en dehors du fait que c'est un drame social, puisque ces centaines de millions de personnes qui sont éligibles à recevoir ces fonds ne les reçoivent pas puisqu'ils sont détournés, ça crée de plus en plus de ressentiment vis-à-vis du gouvernement indien, et ça a alimenté un phénomène de terrorisme interne à l'Inde, qui est le terrorisme naxalite, qui est un terrorisme d'inspiration maoïste qui date des années 60, et qui se base uniquement sur la très grande pauvreté, et qui a fait 10 à 20 000 morts depuis une trentaine d'années. Et c'est arrivé à un point sécuritaire tel qu'en 2009, le Premier ministre Manmohan Singh, à l'époque, avait lancé une opération qu'on a appelée l'opération Green Hunt. Le choix des mots est peut-être pas très bon, mais c'était le nom de l'opération, où ils ont déployé 75 000 paramilitaires dans toutes les provinces indiennes face au problème de ce qu'ils appelaient l'infection naxale. Et donc en 2009, on était à la veille d'une guerre civile en Inde. Donc en 2009, le gouvernement s'est dit, bon, on a quand même ce problème de terrorisme qui est majeur, et qui est alimenté par la très grande pauvreté. On fait comment? Parce qu'on dépense quand même 60 milliards par an et ça ne sert à rien. Donc ils avaient étudié depuis déjà plusieurs dizaines d'années la possibilité de donner une identité aux Indiens, une identité sécurisée, toujours pour les problèmes de sécurité à l'époque. Au départ, c'était suite au conflit du Kargil en 99. Ils avaient équipé de cartes d'identité multibiométriques les territoires du Nord. À l'époque, c'était déjà une société française qui était déjà Morpho d'ailleurs, qui avait participé à ça. Ensuite, en 2008-2009, ils ont commencé à rééquiper les États de l'Ouest indien, après l'attaque de l'hôtel à Bombay, vous savez, la fameuse série d'attaques à Bombay. Et en 2009, ils se retrouvent à déployer 75 000 paramilitaires. Ils se sont dit, Alto Sketch, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là est intervenu un personnage qui a marqué l'histoire de l'Inde, qui est M. Nandan Nilekani, qui est le cofondateur d'une très grande société d'IT indienne qui s'appelle Infosys, qui doit avoir 300 000 employés dans le monde. Enfin, c'est absolument colossal. C'est le Capgemini indien, si vous voulez, c'est le Atos indien. Et il est arrivé avec cette idée. D'ailleurs, écoutez, bon, il y a... Un problème, c'est qu'en Inde, il n'y a pas de carte d'identité. C'est un héritage des Anglais. Les Anglais n'ont pas de carte d'identité. Et on a un état civil qui n'est pas fiable. Donc on a ce souci-là. Donc on va profiter des avancées technologiques en matière de biométrie pour faire un saut quantique et équiper toute l'Inde d'un système d'identification, et pas d'identité, mais d'identification sécurisée à base biométrique. Et il s'est inspiré en fait du système de sécurité sociale français et du système de sécurité sociale new-yorkais. Il a vraiment analysé la CNIL, il a vraiment analysé New York, etc., etc. Et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas entrer dans le jeu de la carte d'identité. Ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, parce qu'en Inde, il y a 35 États et territoires. Chacun de ces États et territoires, vous avez 28 États et le reste en territoire. Chacune de ces entités ayant des sujets de souveraineté différents, donc ils veulent telle couleur sur la carte, ils veulent qu'apparaisse la religion par la religion, etc. etc. Donc non, on ne fait pas ça. On va saisir les 10 empreintes digitales, les 2 yeux et le visage de tous les Indiens, et à partir de là, on va mettre tout ça dans une base de données biométrique qui va faire la déduplication, qui va comparer chaque empreinte à toutes les empreintes qui sont déjà dans la base, tous les yeux à tous les yeux, tous les visages à tous les visages, et à chaque fois qu'on sait qu'il n'est pas déjà dans la base, on émet un numéro. Et c'est un numéro unique qui est à 12 chiffres, qui est le numéro Aadhaar. Alors Aadhaar, c'est un mot hindi qui veut dire fondation, base. Et à partir de cette base de sécurisation de l'identité, on va pouvoir commencer à construire plein de choses. Notamment, on fait ça, et en côté, on oblige, on force, avec une législation de la Banque centrale indienne et du gouvernement indien, on force toutes les banques indiennes à accepter le numéro Aadhaar associé à l'empreinte digitale comme étant une preuve suffisante d'identité pour pouvoir ouvrir un compte en banque.
Donc à partir de là, toute personne pourra ouvrir un compte en banque très facilement avec son numéro Aadhaar et son empreinte digitale. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Inde, il y a 75% des habitants indiens qui ne sont pas bancarisés, avec toutes les conséquences en cascade qui découlent du fait de ne pas être bancarisé. C'est-à-dire que vous vivez dans une immense précarité, vous ne vivez que sur du cash, vous ne vivez que sur du troc, mais que sur des choses qui sont extrêmement précaires. Donc d'un seul coup, on va les bancariser. Donc et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, la base fait 1,2 milliard de personnes. Aujourd'hui, toute personne qui a un compte en banque en Inde ou qui ouvre un compte en banque en Inde a l'obligation de le lier à son numéro Aadhaar et à son empreinte digitale pour deux choses. D'abord, le fait de pouvoir lui verser ses subventions, ça c'est l'objectif numéro 1 d'ouverture des comptes en banque. Et deuxièmement, suivre tous les flux. Et ensuite, se débarrasser du papier-monnaie le plus possible pour arrêter la corruption et pouvoir enfin collecter l'impôt, qui est tout de même la base de développement de n'importe quel pays. Donc là, logiquement, on se dit, bon, ok, c'est très bien, c'est très ambitieux, ils vont donner un numéro Aadhaar à tout le monde va pouvoir ouvrir un compte en banque, mais il y a 630 000 villages en Inde. Il ne peut pas y avoir 630 000 agences bancaires, c'est impensable. Donc ils vont faire comment? Donc là, ils sont arrivés aussi avec une idée absolument innovante, qu'est-ce qu'ils appellent le business correspondent. C'est donc il y a obligation faite à toutes les banques d'avoir un individu qui s'appelle un business correspondent, qui a un petit terminal avec un clavier numérique et un capteur d'empreinte digitale et un capteur d'iris pour les yeux, et qui va de village en village. Il a la responsabilité de 2000 personnes. Et il a quelques roupies en poche, parce que ça, c'est dans les zones les plus précaires, donc c'est dans les zones où les échanges, c'est quelques roupies, c'est 1 roupie, 2 roupies, 3 roupies, 5 roupies. Donc il n'a pas du tout besoin de se promener avec des gardes du corps ou quoi que ce soit. Et tout se fait avec ce petit terminal qui fonctionne sur une bande GSM. On n'a pas besoin d'avoir la LTE ou le Wi-Fi au débit. Et là, par exemple, Charles, je veux t'offrir une bière, le commerçant vient, il a son terminal équipé avec un clavier numérique et un lecteur d'empreinte digitale. Maintenant, il y en a dans toute l'Inde. Et ben, je vais taper mon numéro Aadhaar, je vais mettre mon doigt, il y a mon compte en banque qui va s'ouvrir, je vais taper ce que je veux transférer, et je vais le transférer, par exemple, au commerçant, ou je vais te le transférer à toi pour t'acheter une vache ou pour te payer autre chose. Et c'est juste un transfert. Et il y a évidemment un reçu qui est bien sûr valide pour poser quoi que ce soit, mais tout est enregistré dans la base Aadhaar. Donc la base Aadhaar est vraiment un socle colossal pour sortir toute une population de la trappe à pauvreté. Ça a été énormément critiqué pour plusieurs aspects. D'abord le côté contrôle de la population à très large échelle. On a les informations biométriques et ceux de 1,3 milliard de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un débat sur la liberté justement. Absolument, oui, il y a eu un débat sur la liberté dès le début. Dès le début, il y a eu un très très gros débat sur les libertés. Est-ce qu'il y a eu un passage entre la victoire donc, du Parti nationaliste de droite, oui, alors, PJP, ça c'est un bon point, qui était contre le projet, absolument, et ensuite le Parti du Congrès qui l'avait soutenu au départ. Absolument. Donc ça, au départ, c'est une initiative en 2009 du Parti du Congrès, donc du parti historique de Sonia Gandhi. Ils perdent en 2010, si ma mémoire est bonne, ils perdent les élections en 2010 ou 2011 contre... non, c'est plus tard que ça, je crois, je sais plus. C'est plus tard. Et ils perdent contre Narendra Modi, qui arrive au pouvoir et qui, lui, est un ultranationaliste indien, qui déteste le Congrès et qui, par définition, a toujours attaqué ce projet, qui pour lui était une cochonnerie faite par le Congrès, qui permettait au Congrès en fait de manipuler la population, etc., etc. C'était strictement un débat électoral à l'époque de la part de Narendra Modi, parce qu'en fait il a immédiatement non seulement continué le projet Aadhaar, mais en plus il l'a renforcé. Parce que l'utilisation d'Aadhaar est absolument massive pour la lutte contre la pauvreté, ce qui pour tous les partis politiques indiens est quelque chose d'absolument clé pour être élu. Donc là, alors ce débat sur les libertés a été engagé dès le premier jour de l'annonce d'un lancement d'un projet pareil, dès le premier jour. Et en Inde, il y a une société civile qui est extrêmement active. Donc des centaines d'associations ont hurlé, et il y a eu des débats dans toute l'Inde. Et ça a amené par exemple ce qu'on a appelé la UIDAI Bill, c'est Unique Identification of India Authority Bill, ça veut dire la loi de ça, qui a pris en compte toutes ces réserves par rapport à la vie privée. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur une base Aadhaar, vous ne donnez pas votre religion, vous ne donnez pas vos revenus, vous ne donnez pas de choses très sensibles. Vous donnez en gros 5 informations qui est votre genre, et d'ailleurs dès le départ Aadhaar, il y avait homme, femme et transgenre. Ça c'était pris en compte dès le départ de la base Aadhaar. Vous donnez votre lieu d'habitation, vous donnez votre date de naissance si vous l'avez, vous donnez le nom de vos parents si c'est possible, et grosso modo ça s'arrête là. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas leur date, qui n'ont pas de lieu d'habitation, ceux qui habitent par exemple dans une zone complètement désertique, ils vivent au soleil, ils sont des pauvres qui vivent sous une tente, il n'y a pas d'adresse. Comment ça se passe? Dans ces cas-là, il y a partout en Inde, vous avez ce qu'ils appellent, ils ont un réseau de personnes de confiance qui sont soit le directeur de la poste, soit le directeur de la station de police locale, soit le chef de la station de train.
qui lui se porte garant. Quand M. Rajiv Gupta, qui habite sous le flyover et qui n'a pas d'adresse, dit « je m'appelle Rajiv Gupta, je suis né à telle date, j'habite sous le flyover, etc. » Il va mettre ses empreintes, ses yeux, etc. Et le garant va mettre ses empreintes et ses yeux pour dire « oui, je connais Rajiv Gupta, je confirme, il est bien là, il a bien cette famille-là, il est bien né à peu près, et donc il peut avoir son numéro radar. Donc il existe. » Alors ensuite, après, il y a eu la problématique de dire « oui, bon, mais c'est très sympathique, mais bon, moi je vais aller m'enregistrer sous n'importe quel nom. » Très bien. On peut s'enregistrer une fois, pas deux. Donc il y a eu plein de petits de plaisantins qui ont voulu s'enregistrer sous des noms complètement idoux. Par exemple, il y en a qui ont enregistré une chaise vide, il y en a un qui a enregistré une tomate, il y en a qui ont enregistré des dieux. Le dieu Hanuman est dans la base Hadar, il y a plusieurs dieux qui sont dans la base Hadar. Et c'est très drôle parce que ça a donné lieu à une anecdote où effectivement il y a un postier, un facteur, donc il s'était enregistré sur la base Hadar Hanuman. Donc il est allé dans un centre, il a dit « je m'appelle Hanuman », il a rempli ses trucs, tac tac, boum boum. Tout était complètement bidon, mais les gens qui l'ont relais lui ont dit « vous savez, vous prenez un risque, c'est que vous n'aurez que ce numéro-là. Après, vous allez être embêté, vous ne pouvez pas en avoir un deuxième. Si vous en demandez un deuxième, vous êtes un fraudeur. » Donc il dit « non, très bien, c'était pour faire une plaisanterie. » Et donc il a donné une adresse d'un temple d'Hanuman, et il y a vraiment un facteur qui a cherché le temple d'Hanuman pour remettre la carte UID à Hanuman, etc. Bon, le problème du plaisantin en question, c'est qu'il ne pourra plus avoir de numéro radar, ou alors il va falloir qu'il paye une amende sérieuse, parce qu'il a voulu truquer la base radar. Parce que moi, je peux y aller en disant « je m'appelle Zorro », le lendemain matin, je vais y aller en disant « je m'appelle Superman », allez, non, vous appelez déjà Zorro, alors vous appelez Zorro ou Superman. Et là, il va falloir choisir. Donc vous avez cherché à tromper la base, donc ça, c'est pas bien. Donc voilà. Donc il n'y a pas du tout de possibilité de mystification de la base, on peut pas tromper la base. Et sur la question des marchés, du coup, le gouvernement indien a repris lui-même un morphosystème, en fait. Alors c'est un marché c'est un marché très compliqué, le marché Hadar. Il y a plusieurs écosystèmes. Il y a l'écosystème de la base centrale. C'est-à-dire l'immense salle informatique dans laquelle des ordinateurs, on est au cœur du big data, sont équipés des algorithmes les plus fins pour faire des comparaisons multibiométriques. Les comparaisons multibiométriques d'Hadar, aujourd'hui, ça représente, je crois, quelque chose comme 7 à 10 milliards de comparaisons multibiométriques par seconde, 24 heures sur 24. C'est une puissance de calcul colossale. Donc ça a été attribué à Morphosystem, qui est l'ancien groupe Safran et qui maintenant appartient à Ouverture Technologies, qui est un groupe américain, en fait, Advent. C'est d'ailleurs dommage parce qu'on parlait de patriotisme économique, mais là, pour le coup, c'était une solution française qui est partie chez les Américains. Parce que ça a été vendu. Le groupe Safran l'a vendu et ça a été racheté par les Américains. Et là, à ce moment-là, le gouvernement français qui joue en général un rôle pour essayer de garder des technologies souveraines comme celle-là, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est parti chez les Américains. Alors que dernièrement, par exemple, la vente de Gemalto est restée chez les Français, c'est resté chez Thales. La base centrale, donc, c'est sur des bases de technologie françaises, au départ françaises. Ensuite, après, il y avait toute la problématique d'aller enrôler les gens dans les provinces. Donc, il fallait envoyer des dizaines de milliers de gens. En tout, il y a plus d'1 million de personnes qui ont travaillé pour le système Hadar et qui sont partis partout, dans toutes les villes, tous les villages, toutes les campagnes, faire des enrôlements. C'est-à-dire qu'ils avaient un ordinateur portable, des capteurs biométriques, et ils étaient reliés à la base Hadar, ou alors ils ne l'étaient pas, mais ils avaient un disque dur qui permettait de le relier après. Ils faisaient les saisies. Alors, comment est-ce qu'ils ont organisé ça? Ils ont été très très malins. Ils ont mis en place un système dit de registrar. C'est-à-dire que chaque État était responsable d'émettre des appels d'offres à destination des agences d'enrôlement. Et les agences d'enrôlement répondaient aux appels d'offres. Et sur une base assez simple, en fait, c'était voilà, il y a un appel d'offres pour enrôler par exemple 6 millions de personnes dans la zone sud de Bombay. Vous nous répondez en nous disant combien vous nous facturez l'enrôlement. Et celui qui le facture au moins cher a gagné le marché. Alors, pour pouvoir participer à ces appels d'offres, il fallait être enregistré auprès d'Hadar. Et pour être enregistré auprès d'Hadar, il fallait répondre à certaines conditions. Il fallait être une vraie société capable vraiment d'opérer ces choses-là. Et ça a créé plus d'1 million d'emplois. Et des centaines de sociétés partout qui sont devenues des petites sociétés informatiques qui sont parties faire de l'enrôlement. Et ça, c'était entièrement privé, 100% rien. Là, Morpho a participé aussi via sa filiale indienne. On a déployé quelque chose comme 800 centres d'enrôlement en Inde. Mais en tout, je ne sais plus, je crois qu'il y a eu 100 ou 150 000 centres d'enrôlement. Et donc, comme il doit y avoir un marché pour toutes les anciennes colonies britanniques qui donc n'ont pas d'identité, ce sera des Indiens qui vont gagner ces marchés plutôt que des... Alors maintenant, les Indiens ont vraiment la primeur sur la conceptualisation, la mise en place et l'opération de ce type de système. À cette échelle-là, il n'y a que, franchement. Parce que ce type de système existe déjà dans d'autres pays, mais à plus petite échelle. Et c'est moins innovant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la création du compte en banque, il n'y a pas le système d'agence d'enrôlement, etc. C'est moins innovant quand même. Mais il y a déjà des bases de données biométriques, des bases d'état civil biométriques dans de très nombreux pays dans le monde. En revanche, ce modèle-là, qui permet justement qui a un levier de sortie de la très grande pauvreté,
a été mis en avant par la Banque mondiale, par la Banque asiatique de développement, par la Banque africaine de développement, par tous les grands bailleurs de fonds, les grands financeurs internationaux. Essayez ce modèle-là, c'est le bon modèle, auprès de tous les pays qui ont des grands problèmes de pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, c'est le bon modèle. Donc il a vraiment été recommandé partout. Et pour la banque africaine, il y a aussi une question qui touche aux élections et à la biométrie, notamment au Kenya. Je fais une petite dérive de Hadar. Alors après, il y a des par exemple, dans beaucoup de pays dans le monde, se pose la question, à commencer par les États-Unis par exemple, se pose la question de la fiabilité du compte électoral et du vote. Alors évidemment, une façon très simple d'être tout à fait certain qu'il n'y a pas de bourrage d'urne, qu'il n'y a pas de choses comme ça, c'est l'empreinte digitale. Donc beaucoup de pays dans le monde ont choisi de s'équiper de systèmes biométriques pour mettre en place leurs systèmes électoraux. Alors, quand on parle d'élections, dans quel que soit le pays dans le monde, il y a toujours une controverse associée, puisque systématiquement, celui qui a perdu va dire ils ont triché. Voilà. Ils avaient la base, ils ont truqué la base, machin, etc. Donc là, alors malheureusement, j'ai pas de réponse à donner là-dessus, parce que c'est vrai dans tous les pays, ceux qui n'ont pas de biométrie et ceux qui en ont. Regardez aux États-Unis, Al Gore, petit 1 Al Gore versus George Bush, petit 2 Hillary Clinton versus Trump, enfin à chaque fois il y a un problème. Donc c'est Et là, particulièrement cette année, en 2017, l'élection a été annulée au Kenya. Pour des questions politiques, c'est pas pour des questions techniques. Pour des questions politiques et aussi pour des questions de fraude. Certains sans doute politiques aussi, mais en tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'avant le second vote, la Cour suprême a demandé à Morpho de rapatrier ses serveurs. Et ça pose la question de la souveraineté numérique. Alors ça, malheureusement, il faudrait vraiment poser la question à Morpho, parce que petit 1, j'ai pas du tout travaillé sur ce projet-là. Petit 2, moi ce que j'en sais, c'est que toutes les accusations de fraude ont depuis été totalement éventées. Enfin, c'est vraiment un travail de communication de l'opposition. Jusque-là, c'est pas aberrant. C'est quand vous mettez une population à une certaine température. On peut pas tricher avec la biométrie. Donc c'est uniquement des. C'est comme le moyen aujourd'hui qui limite au maximum les fraudes. Alors après, tricher avec la biométrie, j'imagine qu'il y a des possibilités, mais enfin là, ça demande des capacités énormes pour tricher avec la biométrie. Vous n'allez pas trancher les doigts de tout le monde pour aller faire des faux votes. Enfin, là, c'est pas cohérent. Donc voilà. Enfin, la biométrie à ce jour est la meilleure méthode de sécurisation d'un paiement, d'un vote. L'identité la plus sécurisée, c'est par la biométrie aujourd'hui. Sur l'Inde, si je peux, j'aurais deux questions. Enfin, il y a un point que vous devez connaître, c'est DBS, de Singapour, Development Bank of Singapour. Ouais. Ils ont monté Digibank en Inde grâce à Hadar. Donc ça, c'est un vrai succès d'entreprise, puisque c'est vraiment une banque digitale end-to-end, et ça a été permis grâce à Hadar. La Malaisie est très équipée aussi. Les Malais sont très très bien équipés en informatique. En revanche, le deuxième point, vous avez dû lire récemment, Hadar se serait fait hacker. Aurait été hacké. Alors, c'est quoi votre point de vue sur ça? Alors en fait, moi c'est très. Alors, petit 1, qui protège Hadar? Donc tout le système de cybersécurité d'Hadar a été confié à des SS2I indiennes pour les questions de sécurité, pour les questions de souveraineté. Donc donc on n'a pas vraiment d'informations, nous on n'est pas dans le système de cybersécurité, on est dans la base algorithmique. Si vous regardez ce qui a été dit dans les journaux, ça n'est pas la protection de cybersécurité qui est mise en cause, puisqu'il n'y a pas eu de perçage du coffre, c'est un employé d'Hadar qui vendait des codes administrateurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle du hacking par social engineering, c'est-à-dire que c'est un défaut de méthode de sécurité ou de surveillance des employés Hadar, mais c'est pas la technologie qui est mise en cause pour le moment. Elle sera peut-être mise en cause dans un deuxième temps, mais aujourd'hui, c'est pas la technologie qui est mise en cause. En plus, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez accès à la base Hadar? Vous en faites quoi? Parce que je veux dire, vous n'allez pas pouvoir inventer des fausses empreintes digitales que vous allez inventer faussement. Ça ne marche pas, ça. Donc l'utilisation ne peut être éventuellement que du vol d'informations générales sur la population pour de la revente pour du marketing one-to-one, enfin je sais pas, mais... Est-ce qu'on peut imaginer, connaissant un numéro Hadar d'une personne fortunée, de dire je vais me coller mes empreintes à moi sur son numéro? Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher ça. Ça ne marchera pas. Et de toutes les façons, toutes les transactions Hadar sont tracées. Donc à partir du moment où il y a une série de dépenses trop élevées, il y a des alertes qui se lèvent. Donc c'est beaucoup. Voilà, mais comme votre carte bleue, on vous a cloné votre carte bleue, vous avez votre banque qui vous appelle en disant il vous plaît le 16 neuvième que vous avez acheté à Cuba, mais je suis absolument pas à Cuba. Et voilà. Est-ce qu'ils peuvent utiliser quand même des empreintes digitales pour lutter contre les crimes, des choses comme ça? Alors ça c'est autre chose, vous avez entièrement raison. La biométrie est utilisée évidemment dans la lutte anticriminelle, la lutte antiterroriste. Là ce sont des systèmes beaucoup plus poussés de recherche algorithmique, puisque dans la base Hadar, on recherche
une empreinte complète contre plusieurs empreintes complètes. C'est-à-dire je vais prendre votre empreinte, madame, et je vais la comparer avec l'empreinte que vous avez enregistrée dans la base ADAR. C'est 1 contre 1. Donc ça, 1 contre 1, c'est pas extraordinairement compliqué. La première chose un peu compliquée, c'est quand vous allez entrer l'empreinte pour la première fois, je vais la comparer contre toutes les empreintes et contre tous les yeux externes dans la base ADAR. Là, c'est 1 contre N. En lutte anticriminelle, ce sont des morceaux d'empreintes, c'est des tout petits bouts, c'est des traces laissées sur le bord d'un verre, ces choses comme ça, qu'on va comparer contre des millions d'autres empreintes. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, ça demande une beaucoup plus grosse puissance de calcul, c'est la même technologie, une plus grosse puissance de calcul. Évidemment, c'est utilisé pour la lutte anticriminelle. Le système ADAR n'est pas un système qui est architecturé et qui est créé pour de la recherche anticriminelle. Ça pourrait potentiellement fonctionner, mais c'est pas du tout sa fin. Voilà. Et il a vraiment été designé pour ne pas faire de recherche anticriminelle. Alors, ça a été un des reproches qui a été fait quand il y a eu un débat sur la vie privée, c'était de dire, bon bah très bien, mais là moi je vais donner mes empreintes, mais ensuite dès qu'il y aura un crime, vous allez mettre l'empreinte du criminel dans la base, il va y avoir une erreur, vous allez tomber sur mon empreinte dans la base ADAR et je vais être accusé. Bon, je ne veux pas être victime d'une... Donc la base ADAR ne peut pas, il n'y a absolument aucune autorisation pour les autorités policières, antiterroristes ou services secrets indiens d'utiliser la base ADAR à des fins de recherche criminelle. Justement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Et comme l'algorithme n'est pas fait pour gérer de l'anticriminel, on ne peut pas utiliser la base ADAR. Et aujourd'hui, où on est à base ADAR, alors, M. Narendra Modi, alors non, il l'utilise à pleine activité, puisque c'est lui-même qui a rendu absolument obligatoire la liaison entre le numéro ADAR et tous les comptes en banque. Et maintenant, ADAR, qui était optionnel au départ, est devenu obligatoire sous Narendra Modi. Et comment son électorat, à qui il avait... l'électorat a soutenu à 100%. Oui, d'accord. À 100%. Est-ce qu'il y a... Enfin, à 100%. Non, enfin, a massivement suivi. Oui. Et question plus personnelle, pour travailler en entreprise en Inde en étant européen, c'est des différences culturelles à surmonter. Oui, mais ça c'est vrai dans tous les pays. Quand on va travailler en Hollande, quand on est français, quand on va travailler en... Alors évidemment, l'Inde est un pays qui est tellement différent que la différence est plus frappante. Mais ça c'est vrai dans tous les pays. L'Inde est un pays parfaitement développé, avec un corpus de règles et de lois qui est tout à fait solide, et avec des habitudes business qui sont les habitudes business indiennes, comme les habitudes business chinoises, les habitudes business singapouriennes, les habitudes business... Ça, on s'adapte. Et en plus, les Français ont une très bonne image en Inde. Les Indiens aiment beaucoup les Français, respectent énormément les technologies françaises. La preuve, ADAR, le Rafale, etc. Ils ont beaucoup d'admiration pour les ingénieurs français. Et on a énormément d'ingénieurs indiens qui travaillent en France. Et les sociétés françaises font travailler énormément d'Indiens. Capgemini, 100 000 employés. Atos, je sais plus, je crois que c'est 20, 30 ou 40 000 employés. IBM, c'est 100 000 employés. Enfin, c'est colossal. Accenture, je crois que c'est 200. Oui, c'est colossal. Donc, non, il n'y a pas de... Et juste pour refaire un détour vers l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'envoyeur de l'exigence maintenant biométrique qui vient des Européens, notamment pour les gouvernements africains, et maintenant le Kabila en RDC qui a exigé que pour les prochaines élections, il faudrait qu'il y ait de la biométrie, mais en même temps on ne finance pas ça. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les financements, mais lui a joué là-dessus, surfe là-dessus, en disant que les prochaines élections... J'ai pas vu ça, je me réjouis que M. Kabila veuille s'orienter vers de la biométrie, c'est très bien. C'est bien, mais du coup, en fait, il va reporter le vote jusqu'à ce que la biométrie soit installée. Il l'utilise pour décaler le vote. Ah oui, il aurait pu utiliser autre chose, il a utilisé ça. D'accord. Il aurait pu utiliser aussi le fait qu'on n'a pas réussi à imprimer les bulletins, je suis désolé, les machines sont en panne. Après, ça peut s'utiliser. Mais c'est quelque chose qui la technologie n'a rien à voir avec l'usage politique, en effet. Et en parlant de technologie, c'est quoi l'avenir technologique de la biométrie? Donc là, vous avez parlé des empreintes et du l'iris. Est-ce qu'il y a d'autres technologies? La reconnaissance faciale? Aujourd'hui, la reconnaissance faciale tout ce qui est empreinte digitale, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé. Vous l'avez tous sur votre iPhone, ça fonctionne très très bien. Non, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas sur le... Sur mon iPhone, ça marche. Voilà, pourtant, chaque fois, je mets mon doigt et ça ouvre. On a un contestataire à droite. Un cas qu'il faut aller voir Apple. Alors Apple a développé justement la reconnaissance faciale maintenant sur ses téléphones. Et la reconnaissance faciale se développe beaucoup, notamment pour la lutte antiterroriste. Puisqu'avec tous les systèmes de surveillance caméra, ça permet de faire de la reconnaissance faciale en live sur des foules. Ça, c'est pas encore tout à fait prêt. Notamment en Chine, apparemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils auraient mis sur Pékin des caméras partout et tout le monde est tracé un très Alors après, vous savez, c'est toujours le même problème. Quand vous avez, que ce soit la biométrie, ou que ce soit une arme à feu, ou que ce soit une voiture, ou que ce soit... Alors,
L'arme à feu n'est pas le bon exemple, mais vous prenez une voiture, vous prenez la biométrie. Bon, l'usage que vous en faites, ensuite, peut être néfaste ou pas néfaste. Les grandes sociétés françaises et les sociétés internationales se sont toujours interdites de vendre des systèmes biométriques à des dictatures. Ça n'a jamais eu lieu. Donc l'Inde est une démocratie, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et donc, le groupe Safran a pu, évidemment, comme tous les autres groupes internationaux, vous avez toutes les sociétés mondiales ont candidaté à ce projet. Tout le monde voulait absolument cette base. C'était une compétition acharnée et c'est les Français qui l'ont remporté. Et aujourd'hui, Morpho travaille encore en Inde. Bien sûr, oui, absolument. Et ça appartient à des Américains maintenant. Morpho a été racheté par un groupe américain. Oui. Et pourquoi ça a été vendu? Mais c'est entièrement opéré par des Indiens. C'est-à-dire que ce sont des employés Morpho, mais c'est 100% indiens. Donc tous les employés sont indiens. Et ils travaillent main dans la main avec les services du Premier ministre. Et Safran, qu'est-ce qui lui a pris de vendre? C'est un choix de stratégie industrielle qui manifestement a réussi au groupe Safran, puisque le groupe Safran est en développement exponentiel. L'action du groupe Safran explose. Enfin, c'est un choix de recentrage sur le cœur Safran, qui est un cœur plutôt dans l'aéronautique. Donc c'est un choix de recentrage qui a été fait par Safran. Alors je ne suis plus dans le groupe Safran. Je n'ai plus d'informations sur le groupe Safran. Maintenant, vous êtes vice-président des ventes internationales du groupe Atos Technologies. Non, je travaille pour le groupe Atos en commerce international, dans des domaines technologiques liés à la sécurité et à la défense. Et pour faire le lien du coup avec... parce qu'eux sont leaders européens de la cyberdéfense, c'est ça? Oui, cybersécurité. Oui, et sur la cybersécurité, est-ce que sur la question de la souveraineté numérique dont on se pose de plus en plus, notamment dans les démocraties, est-ce qu'il y a une ouverture d'Atos Technologies Alors aujourd'hui, par exemple, un des sujets de ce débat, c'était servir la France en entreprise. Alors, c'est un véritable acte patriotique de travailler pour des groupes français plutôt pour des groupes étrangers dans les domaines de souveraineté. Parce que quand on prend aujourd'hui, les grands domaines de souveraineté sont évidemment la défense, et maintenant les deux grands domaines de souveraineté sont le big data et l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment deux grands domaines de souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un domaine de souveraineté? C'est un domaine dans lequel, si vous êtes vraiment parmi les numéros 1 mondiaux, vous avez un pouvoir, une puissance réelle, et une puissance qui va vous permettre de faire entendre votre voix. La France aujourd'hui a une voix particulière, une voix humaniste, une voix différente dans le concert des nations. Ça n'est pas l'Angleterre, ça n'est pas les États-Unis, ça n'est pas l'Italie. Elle a une voix différente à faire entendre. Et elle l'a fait entendre à de nombreuses reprises. Elle est très écoutée, notamment, rappelez-vous, le refus en Irak, etc. Très écoutée dans le monde entier, la France, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et la preuve, quand on a été attaqué, quand les Anglais ont été attaqués, quand les Espagnols ont été attaqués avant le 13 novembre, tout ça, il n'y a pas eu un mouvement mondial « Je suis Paris ». Quand la France s'est fait attaquer, dans le monde entier, les pages Facebook se sont couvertes de drapeaux français. Parce que la France a quelque chose de particulier dans le concert des nations. Et ce quelque chose de particulier, la France le préserve parce qu'elle a une capacité d'action. Et sa capacité d'action, elle est liée à deux choses, son siège au Conseil de sécurité et sa capacité de défense. Et très immédiatement, ce matin, demain matin, après-demain et dans les années prochaines, le big data et l'intelligence artificielle. Donc sa capacité de défense est financée massivement par l'export des sociétés de défense françaises. Donc travailler dans des groupes de défense français aujourd'hui, c'est patriotique. Il n'y a absolument pas. Et c'est pas la caricature du marchand d'armes, Lord of War avec Nicolas Cage, etc. C'est ultra réglementé, ultra surveillé. On ne vend pas un boulon qui va être vissé sur un hélicoptère d'attaque sans avoir l'autorisation de 4 ministères. Donc c'est ultra réglementé, à tel point que l'ONU, qui veut un système de réglementation international d'export de l'armement, veut qu'on s'inspire du système français. Donc et pour répondre à ces systèmes dits de siège qui existent en France, qui est un système interministériel qui réunit le ministère des Finances, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, exactement. Le tout étant coordonné par les services du Premier ministre. Et c'est le comité interministériel d'études d'exportation des matériels de guerre, le CIEMG. Et on n'obtient pas une CIEMG comme ça. Donc aujourd'hui, maintenant, les domaines de souveraineté auxquels il faut être extraordinairement attentif, et manifestement, il semblerait que le gouvernement et le président soient très attentifs à ça aujourd'hui, c'est bien sûr le big data et l'intelligence artificielle. La cybersécurité étant inclus là-dedans. Atos est un leader dans ces domaines-là, et Atos développe énormément de solutions, mais c'est pas le seul. Il y a Sopra, il y a Capgemini, il y a Thales. Enfin, heureusement, on a un paysage français où on a énormément de leaders là-dessus. Après, ce sera des décisions gouvernementales ou pas, ou des décisions de consolidation ou pas, tout ça, honnêtement, on verra. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est l'investissement dans ces domaines. Ça, c'est vraiment vital. Les Américains ont 5 à 10 ans d'avance sur nous là-dessus,
Il faut absolument rattraper ce retard. Mais c'est un des enjeux de Macron, je pense. Il Il est très concerné sur ce sujet-là. Il met de l'argent sur la table pour que le ministère ait la capacité. Il est très sérieux là-dessus. Donc ça, c'est vraiment poussé. Et d'ailleurs, effectivement, sous Macron, Gemalto a été vendu à un Français. Voilà. Sous une autre présidence, Morpho est parti chez les Américains. Est-ce qu'il n'y a pas une vue de l'intérieur pour des experts d'Atos, par exemple, sur la cybersécurité? Quel regard, eux, peuvent-ils porter sur, par exemple, les questions d'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, ou notamment quand Julian Assange de Wikileaks explique que c'était des sources non étatistes qui lui ont donné des résultats sur le Comité national démocrate, et qui n'avait aucun lien avec les Russes. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité, parce que là, pour le coup, le président Macron a lancé un projet de sécurisation de l'information, que ce soit fake news ou justement contrôle en cybersécurité pendant les périodes électorales. Donc ça, c'est un sujet majeur. Oui, la cybersécurité et le contrôle des fake news est un sujet de survie de la démocratie. Oui, ça, je pense que la prise de conscience est faite là-dessus. Et pour des païens vus de l'extérieur, c'est-à-dire pour des personnes qui ont un regard un peu plus spécialisé dessus, est-ce que c'est crédible vraiment disons qu'il peut y avoir une utilisation politique des questions d'ingérence, comme c'est le cas avec la Russie visiblement sur cette question d'ingérence dans l'élection américaine. Alors après, est-ce que c'est crédible il y a deux choses différentes. Il y a les problématiques de cybersécurité, protéger des informations, et la problématique de la manipulation de l'information. Donc la manipulation de l'information, la propagande, quelque chose qui existe depuis que deux tribus se sont affrontées. Il y en a une qui a dit que l'autre mangeait ses vieux et ses enfants, et c'était pas vrai. Voilà. Donc et ça, la propagande, qui est exercée par des puissances étrangères sur la France, oui, ça c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. La cybersécurité, c'est de la protection de données. La cybersécurité n'empêchera pas la manipulation de l'information et la fake news, par exemple. Ça, la cybersécurité peut rien faire. Et alors si c'est pour des données, pas pour des fake news, mais alors par exemple est-ce que Atos Technologies est en mesure de contrer des virus comme le Stuxnet, qui sont infiltrés dans les usines nucléaires de Natanz en Iran? Alors aujourd'hui, ça c'est une question. Parce que là, c'est les données. Aujourd'hui, par exemple, les systèmes de cybersécurité justement sont là pour prévenir ce type de problème. Je fais juste la parenthèse, mais celui-là, c'était pas un cas isolé. Et en fait, c'est lié aux révélations d'Edward Snowden. Bon, après, chacun lui donne ce qu'il veut comme importance, mais expliquer que le gouvernement américain cible aussi les pays européens et le Japon. Mais que les États-Unis, que tous les pays, qu'il y ait une guerre économique, qui soit une guerre économique et une guerre stratégique, qui passe aujourd'hui par les grandes bases informatiques et par les données qui sont retenues en France, c'est une évidence absolue, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle ça. Les sociétés privées qui vendent des grands systèmes informatiques appellent ça de l'infogérance. On gère les informations digitales. La problématique stratégique, tout ça, c'est ce qu'on appelle plutôt l'infodominance. C'est-à-dire comment est-ce que je protège mes informations et comment est-ce que j'ai accès aux informations de mes ennemis ou de celles qui m'intéressent pour un plus stratégique, qui soit économique ou qui soit militaire. Donc là oui, il y a toujours une course entre le prochain virus qui dépassera la cybersécurité, qui pourra... Là-dessus, aujourd'hui, évidemment, Atos est, une fois de plus, c'est pas les seuls, de très nombreuses sociétés extrêmement compétentes dans le paysage français travaillent d'arrache-pied à anticiper les prochaines attaques, à les contrer, et surtout, évidemment, surtout les anticiper d'ailleurs. Mais donc ça dépasse la question des marchés, et Atos travaille pour la France ou pour d'autres pays, pour ces technologies qu'elle fournit contre des virus qui peuvent être américains, par exemple. Ça n'est pas que Atos, il y a des groupes de travail qui réunissent les plus grands chercheurs, les plus grands architectes dans ce domaine aujourd'hui, qui sont organisés par les autorités françaises adéquates et qui relient l'ANSSI, qui était évidemment, c'est exactement ça, et qui réunit tous les acteurs, tous les leaders dans ce domaine et tous les plus innovants dans ce domaine. Atos participe évidemment, ils ne sont évidemment pas les seuls. Et donc leur prochain... Qu'est-ce qui sort en fait exactement Alors je ne suis pas associé à ces recherches-là, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas associé. Et alors, j'ai vu parce que là, pour le coup, ça se fait vraiment dans le chiffre. J'ai vu qu'alors chez Atos aussi, vous occupez des nouvelles technologies pour les forces spéciales. Oui. Et alors, quelles sont les innovations, notamment sur le terrain, dans les innovations technologiques? Je fasse une publicité sur les produits Atos pendant... Exactement.
Et on mettra le petit sigle Atos sur la vidéo. Non, mais Disons en général. toute la base industrielle de Parce qu'il y avait un défense papier il n'y a française, pas longtemps dedans. y compris Atos, fournit armées françaises, heureusement, et en particulier les forces spéciales. Et les forces spéciales ont des besoins peut-être parfois plus spécifiques en termes de communication sur le terrain qui doit être extraordinairement sécurisé, dans des conditions où vous n'avez pas de réseau de com, par exemple. Donc il faut ce qu'on appelle des bulles de communication tactique, très sécurisées, très discrètes, des capacités par exemple d'interception des communications de l'entourage, que ce soit les gens en train de discuter par talkie-walkie ou par GSM. Quand vous êtes en train de monter une opération, que vous évoluez sur un théâtre d'opération, il faut que vous sachiez ce qui se dit ou ce qui se fait ou ce qui se déplace dans votre immédiat environnement. Donc ça fait partie des technologies dites d'interception des fréquences radio. C'est pas forcément écouter, hein, ça peut simplement localiser. Il y a 3 postes radio ici qui parlent entre eux, etc. Donc ça sont des choses que font le drone aussi. Ça peut être pas de drone, ça peut être par drone, ça peut être embarqué sur drone, ça peut être... Après les forces spéciales utilisent bien évidemment, vous avez tout un panel, vous avez un panel d'intervention, de sécurisation de la communication, surtout de fiabilité de la communication. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de la com. Et évidemment de monitoring de l'environnement tactique autour de nous. Et vous avez la capacité de vision de nuit qui est absolument vitale. Ça, alors là, par exemple, Atos n'en fait pas du tout. Là, c'est plutôt chez Thales, chez Sagem. Ils font des choses absolument incroyables dans ce domaine-là. Vous avez après, vous allez avoir des capacités de précision de tir, des capacités de furtivité, des capacités d'infiltration et d'exfiltration qui vont être développées par des moteurs extrêmement silencieux. L'identification liée, parce que dans des environnements qui sont complexes, avec plusieurs ennemis amis dans un même terrain, savoir qui oui, ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, c'est-à-dire savoir qui est l'ami, qui est l'ennemi sur un autre. Donc ce qu'on voit aujourd'hui dans un jeu vidéo, par exemple comme Call of Duty, où vous avez vous avancez, vous voyez tous les trucs qui se battent. Bon, ça existe vraiment, il y a vraiment ça sur un champ de bataille. Donc et vous pouvez vraiment marquer des cibles que vous allez repérer plus loin, etc. Donc tout ça existe déjà, tout ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier ou du futur commando spécial de très grande... Ah mais les enjeux sont permanents, hein. Ça n'arrête pas d'évoluer, tout le temps. Donc là aussi, alors à nouveau, je reviens à ce que je disais au départ, c'est que ces nouvelles technologies... Entre les technologies chinoises, américaines, ça se... Ah non, les Chinois sont assez en retard. Enfin, ils sont très bons, ils vont très vite, mais d'une façon générale, sur les technologies ultra sensibles, c'est quand même très nettement un pôle européen et un pôle américain. Donc et des Japonais. Et là-dessus, justement, il faut tenir cette avance, notamment sur les capacités de vision de nuit, sur les capacités de vision nocturne, capacité d'évaluation et d'action dans l'environnement tactique immédiat, enfin toutes ces choses-là. Ça sont des technologies qui sont extraordinairement fines, qui évoluent en permanence, et la recherche et développement associée à ces technologies coûte une fortune. Et elle est essentiellement financée par l'export. Donc ce recherche et développement, c'est organisé par la Direction Générale de l'Armement, évidemment, c'est coordonné par la Direction Générale de l'Armement qui exprime des besoins, mais en fait elle est essentiellement externalisée chez des grandes sociétés de défense françaises qui financent en grande partie cette R&D par leur succès à l'export. Donc si on n'arrive pas à exporter nos systèmes de défense ou nos systèmes de sécurité, on ne finance pas notre R&D qui permet aux armées françaises d'avoir toujours un coup d'avance et de rester en tête et qui permet évidemment donc à la France d'être prise très au sérieux quand elle dit qu'elle va projeter son armée, faire une intervention quelque part. Je suis sûr que le quelque part en question, après pas embêté, c'est l'armée française, c'est pas Joe le rigolo. Donc voilà. Il y a aujourd'hui une valeur ajoutée française dans notre industrie, par exemple la La France fait des innovations très régulières.